Vous souvenez-vous de l'époque où votre groupe préféré vivait dans votre téléviseur et se rendait à ses concerts dans un bus scolaire psychédélique? De 1970 à 1974, sur ABC, la série The Partridge Family transformait le prime time en un concert pop ambulant. Une mère veuve à la voix de Broadway, 5 enfants aux harmonies vocales d'une perfection suspecte et un bus multicolore qui semblait avoir subi un revers de peinture. Avec Shirley Jones, David Cassidy, Susan Day, Danny Bonaducci et une troupe d'enfants qui semblaient jouer de leurs propres instruments. Ce n'était pas le cas, mais nous y reviendrons. La série mêlait la douceur d'une sitcom à une pop acidulée tellement entraînante qu'à un moment donné, elle a même dépassé les Beatles au classement des singles. Mais derrière les tambourins et les gilets assortis, les musiciens de studio, les véritables drames familiaux, un service postal digne du gouvernement fédéral et une idole des jeunes qui hésitaient à le devenir. Aujourd'hui, nous vous dévoilons 15 anecdotes insolites sur la famille Partridge. De quoi vous faire revoir l'épisode Le bus peint d'un œil nouveau. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine analyse approfondie. Et restez avec nous pour le premier épisode car il change complètement votre vision du manager le plus grincheux de l'histoire de la télévision. Allez, installez-vous confortablement et plongeons-nous dans le vif du sujet. La Milli Vanilli de 1970. Costume de velours, tambourin vibrant en rythme parfait, les Partridge Kids harmonisant comme s'ils sortaient tout droit du paradis de la pop. Oui, justement. Hormis Shirley Jones, véritable icône de Broadway, et David Cassidy, qui a quasiment forcé la main au producteur pour qu'il le laisse chanter, le reste de la distribution n'a joué d'aucun instrument sur ces enregistrements et n'a quasiment pas participé aux parties vocales en studio. Quant aux pistes, elles ont été enregistrées par les meilleurs musiciens de studio de Los Angeles. Beaucoup d'entre eux étaient associés au légendaire Wrecking Crew, les mêmes musiciens derrière Pet Sounds et une montagne de tubes des années 60. Cette ligne de basse sur « I think I love you », non, ça ne vient pas d'un gamin roux qui fait des blagues. C'était de la puissance brute, une force brute qui dominait les charts, avec ses harmonies riches et brillantes qui planaient derrière le refrain. Les chanteurs de Ron Hicklin, en quelque sorte la clé vocale de la moitié des émissions télé des années 70. Alors oui, Milli Vanilli du début des années 70. La musique était vraiment phénoménale. I Think I Love You a atteint la première place du Billboard Hot 100 en novembre, propulsant une famille de fiction télévisée au sommet du même classement que celui dominé par les Beatles. Et ça ne nous a pas étonné une seule seconde. 50 ans plus tard, on la fredonne encore. C'est le genre de travail de conjonction qui force le respect. Les vrais Perdrix qui n'existaient pas. La famille Partridge n'est pas une invention. Le concept s'inspire fortement d'un groupe bien réel, les Cows. De vrais frères et sœurs, de vrais tubes, The Rain, The Park et autres, des coupes de cheveux extravagantes lors du chewing-gum de la fin des années 60. Les producteurs de Screen Gem les ont vus et se sont dit « Tiens, voilà une idée ». D'après les membres du groupe, les premières discussions ont évoqué la possibilité d'intégrer le vrai groupe à l'émission. Alors, que s'est-il passé? La mère de Shirley Jones est intervenue. Le studio voulait une star. Ils avaient jeté leur dévolu sur Shirley Jones, lauréate d'un Oscar, légende de Broadway, et dotée d'une voix exceptionnelle. D'après le groupe, les enfants Castle étaient partants à condition que leur mère, Barbara Castle, apparaisse à l'écran. Le studio a refusé. Et voilà, Hollywood a fait ce qu'il fait de mieux. Ils ont gardé l'idée et changé la famille. Ils ont engagé Shirley Jones. Ils ont engagé des acteurs pour jouer les enfants, trouvé un bus, l'ont repeint et ont créé une version romancée inspirée d'une histoire vraie du groupe. Pendant ce temps, les véritables membres du groupe ont vu une famille télévisée, vaguement inspirée d'eux, devenir un phénomène commercial colossal. Une simple conversation qui a changé l'histoire de la culture populaire quelque part à Newport, dans le Rhode Island, et ça doit être un peu amer.
L'arbre généalogique secret. Voici un détail que la plupart des fans ont ignoré. Shirley Jones, la mère de David Cassidy à l'écran, était en réalité sa belle-mère. Dans la vraie vie, elle était mariée à son père, Jack Cassidy, un acteur de Broadway récompensé aux Tony Awards. Les producteurs ont indiqué que David avait décroché le rôle grâce à des auditions et des essais caméra. Le fait que sa belle-mère dans la vraie vie ait déjà été choisie pour le rôle n'a certainement pas été un handicap. Mais une fois le tournage commencé, la situation est devenue bizarre, et très vite. Imaginez, vous avez 19 ans au moment du lancement de la série et vous devenez une idole des jeunes parmi les plus grandes au monde. Les filles scandent votre nom dans toutes les villes et votre belle-mère est là, sur le plateau, à jouer votre mère, à assister à toute cette histoire. Sous les projecteurs du studio. Dans son autobiographie et lors d'interviews ultérieures, Cassidy a reconnu que la célébrité, combinée à des relations familiales complexes, avait créé de réelles tensions en coulisses, même si cela ne s'est jamais manifesté à l'écran. Malgré l'étrangeté de la situation, les deux hommes ont gardé leur professionnalisme. Ils ont sans aucun doute appliqué une discipline digne de Broadway à chaque scène, et David a suivi la même voie. Ce qui était étrange dans cette situation est resté hors champ, une icône malgré elle. Lorsque la série La famille Partridge a été produite par Screen Gems, David Cassidy n'avait pas prévu de chanter. Il devait simplement arriver, avoir le look, faire semblant de chanter et encaisser son chèque. Les professionnels du studio s'occupaient déjà de tout. Cassidy avait grandi dans un environnement musical. Il vénérait Hendrix. Il écoutait B.B. King. Et lorsque les producteurs l'ont conduit en cabine d'enregistrement lors des premières sessions, ce qu'il a décrit plus tard comme une simple formalité, il en est ressorti avec quelque chose d'inattendu. Une vraie voix, un timbre, une puissance et un instinct pop qu'on ne peut pas feindre chez les chanteurs de studio. Les producteurs ont rapidement changé de cap. Cassidy devint la véritable voix principale des disques. Les albums se vendaient comme des petits pains. En 1972, il était partout. Boîtes à lunch, tests d'oreiller, salles combles aux quatre coins du monde. À son apogée, certains estimaient qu'il vendait plus que n'importe quel artiste solo américain. Le gamin fictif d'un groupe fictif était devenu l'un des artistes les plus rentables de la planète. Mais une telle célébrité a un prix. Et le 26 mai 1974, ce prix s'est fait sentir. Stade de White City à Londres. Entre 30-0 et 35-0 fans étaient massés dans les tribunes. Lorsque Cassidy est monté sur scène, la foule s'est précipitée vers l'avant. Ce fut le chaos. Des centaines de personnes ont été soignées pour des blessures et plus d'une centaine ont été hospitalisées. Un fan de 14 ans, Bernadette Wan, est décédé plus tard des suites de ses blessures subies dans la bousculade. L'événement a secoué le Royaume-Uni et a profondément marqué Cassidy. Il a confié plus tard s'être senti comme un simple produit commercial. Ce n'est pas du drame, c'est de l'épuisement. Il aspirait à être pris au sérieux en tant que musicien, mais son visage se retrouvait imprimé sur des produits dérivés tandis que des adolescents étaient blessés à Stadium Isles. Après la fin de l'émission, Cassidy s'est consacré à des albums solo plus profonds, à des rôles d'acteurs plus variés et à des résidences à Las Vegas qui lui ont permis de travailler. Mais il n'a jamais retrouvé cette énergie fulgurante. L'étiquette d'idole des adolescents lui collait à la peau. Quoi qu'il fasse, le monde le ramenait sans cesse à Keith Partridge et à ce bus peint. Le destin tragique du bus peint. Si la famille Partridge avait une mascotte, ce n'était ni les blagues de Danny, ni même la coiffure de Keith. C'était ce bus. Le bus scolaire Chevrolet multicolore, souvent décrit comme inspiré par Mondrian, est devenu l'un des véhicules les plus reconnaissables de la télévision des années 1970. Il ne s'agissait pas d'un objet de décoration. C'était un bus scolaire d'occasion, acheté au district scolaire du comté d'Orange pour environ 500 $, repeint et personnalisé pour la série, puis transformé en panneau publicitaire roulant de la culture pop,
avec une image de marque plus soignée que celle de la plupart des groupes de rock. Partridges pondent un œuf. Pendant 4 saisons, la série a véhiculé l'idée d'un bonheur facile et illusoire. Puis elle a été annulée et le bus est tout simplement disparu. Après la fin de la série en 1974, il aurait été repeint en blanc et réutilisé pour une autre production, Apple's Way, tournée sur le même plateau. Depuis, plus aucune trace de lui. Des témoignages font état d'observations derrière une taqueria près de l'USC au début des années 80, mais les fans et les passionnés de Chevrolet débattent depuis des années pour savoir s'il s'agissait du véhicule original ou d'une simple réplique avec une peinture similaire. En 1987, un bus correspondant à la description aurait été remorqué depuis cet endroit et envoyé à la casse. Mais était-ce vraiment le bus? Personne n'a pu le confirmer. Plusieurs répliques ont été construites au fil des ans pour des opérations promotionnelles, une campagne de Nick at Night, un téléfilm de 1999, et depuis, elles sont toutes confondues avec l'original. Même Shirley Jones a déclaré ne pas savoir ce qu'est devenu le vrai bus. L'un des véhicules les plus emblématiques de l'histoire de la télévision, et personne ne sait avec certitude ce qu'il est devenu. Aucune restauration confirmée, aucun musée, aucun document officiel sur sa mise au rebut, seulement des décennies de débats, des apparitions de répliques et un mystère qui continue d'alimenter les discussions entre les fans de Partridge sur Internet. Hollywood donne et Hollywood perd la trace de ses propres accessoires. L'avalanche du 30 lettres. Avant que le terme « viral » ne se traduise par un hashtag tendance, il signifiait submerger les services postaux américains. Au plus fort de la Partridge Mania, au début des années 70, la presse estimait que David Cassidy recevait entre 20 et 30 lettres de fans par semaine, parfois plus. Son fan club officiel a atteint des centaines de milliers de membres à travers le monde, et le volume est devenu si important que du personnel du studio a dû être mobilisé pour le tri et les réponses. Des boîtes remplies d'enveloppes parfumées, de demandes en mariage, de portraits dessinés à la main et, oui, parfois même une mèche de cheveux. Si vous habitiez entre Des Moines et Düsseldorf, il y a de fortes chances que quelqu'un de votre quartier ait envoyé quelque chose à ce garçon. Comme la plupart des idoles des jeunes de cette époque, Cassidy n'a certainement pas pu lire plus qu'une infime partie de ce qui lui est parvenu. Parallèlement, des magazines pour adolescents publiaient des rubriques de conseils et des questions-réponses sous son nom, souvent rédigées ou fortement influencées par les rédacteurs. Une pratique courante dans le milieu et dont la plupart des fans ignoraient tout. Imaginez, vous mettez tout votre cœur d'adolescent de 14 ans dans du papier à lettres roses et quelque part à Hollywood, un employé de studio que vous ne rencontrerez jamais est la seule personne à l'ouvrir. Aujourd'hui, les célébrités mesurent de l'engagement de leur public en « j'aime » et en commentaires. En 1971, Cassidy, lui, le mesurait en camions entiers et la plupart de ces camions restaient non lus. L'actrice oscarisée qui a dû modérer son comportement. Avant d'être la matriarche la plus branchée de la télévision américaine, Shirley Jones avait déjà remporté un Oscar pour Elmer Gantry et tenu la vedette de comédies musicales à succès comme Oklahoma, Carousel et The Music Man. C'est une soprano de formation classique découverte par Rodgers et Hammerstein. Une voix capable de remplir un théâtre sans micro. Enregistrer pour la famille Partridge impliquait d'adapter cette puissance vocale de Broadway à un son plus léger et radiophonique, construit autour de la voix de Cassidy, la nouvelle interprète principale. Sur fond de production pop ensoleillée et légère, son interprétation pleine de vigueur donnait l'impression que Carnegie Hall s'était invité dans une répétition de groupe de garage. Elle a donc fait un choix. Elle a adouci son style. Dans des interviews, Jones a reconnu avoir ajusté son interprétation, atténué le volume de sa voix, simplifié son phrasé, opté pour un style pop plus doux. Au lieu de chanter à plein poumon, elle a joué la carte de la retenue. Une lauréate d'un Oscar qui a choisi la retenue pour que le groupe familial sonne crédible, et la plupart d'entre nous ne s'en sont même pas rendus compte.
C'est ça, la classe. Elle ajustait son instrument en temps réel, donnant à la chanson chaleur et authenticité sans la dominer. Si vous êtes encore là, il y a de fortes chances que vous ayez la boîte à lunch, l'affiche ou que vous ayez essayé de convaincre vos parents qu'il vous fallait un tambourin. N'hésitez pas à partager vos souvenirs dans les commentaires et à liker. Ça aide la chaîne plus que vous ne le pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. On a plein d'autres choses à vous proposer. Allez, on remonte dans le bus. Le paradoxe, Laurie et Keith. À l'écran, Laurie et Keith Partridge incarnaient à la perfection le duo frère-sœur idéal à la télévision. Soupirs exaspérés, blagues entre eux, harmonie vocale impeccable. Mais en coulisses, c'était plus compliqué. Susan Dey avait 6 ans lorsqu'elle a été choisie pour le rôle et 17 ans lors de la première diffusion de la série. D'après les mémoires de David Cassidy, parus en 1994 et intitulés « Come On, Get Happy », elle a eu un faible pour lui durant les premières saisons. Dans son livre, Cassidy raconte qu'il ne partageait pas ses sentiments et qu'il était tiraillé par ce déséquilibre, d'autant plus que sa célébrité auprès des jeunes explosait. Dans des interviews ultérieures, il a reconnu que le fait d'en parler publiquement avait peut-être tendu les relations entre eux. Imaginez un peu. Vous êtes adolescent, vous travaillez 12 heures par jour sur un plateau de tournage, votre coup de cœur joue votre frère, et le monde entier est sous son charme. Après la fin de la série en 1974, Day s'est largement éloignée du milieu nostalgique de Partridge. Elle a boudé la plupart des émissions spéciales de retrouvailles et des rétrospectives, même si elle a fait quelques apparitions médiatiques ou interviews à l'occasion d'anniversaires au fil des ans. Mais son attention était clairement tournée vers l'avenir. Elle a ensuite mené une brillante carrière d'actrice, notamment grâce à son rôle dans la série L.A. Law, qui lui a valu un Golden Globe, et elle est restée remarquablement discrète sur sa vie privée. Cela ne change rien à la série, mais savoir qu'une partie au moins de cette dynamique à l'écran est inspirée d'émotions adolescentes bien réelles, lui donne une dimension supplémentaire. Ce n'est ni un scandale, ni un mélodrame, juste l'adolescence qui se déroule sous les projecteurs d'un studio, devant toute l'Amérique. Le jour où le bus a franchi la stratosphère, en 1974, la série The Partridge Family touchait à sa fin et la chaîne était confrontée à l'éternelle question de la télévision. Comment continuer à vendre ce truc une fois que les enfants auront grandi et que les coupes de cheveux ne seront plus à leur goût? Réponse. Les envoyer dans l'espace. Au sens propre du terme. Voici donc la famille Partridge, 2200, produite par Hanna-Barbera. Car si quelqu'un pouvait propulser une famille folk-pop dans le futur, ce sont bien les créateurs des chiens qui parlent et des hommes préhistoriques équipés d'appareils électroménagers. Du jour au lendemain, San Pueblo laissait place au 23e siècle. Véhicules volants, gadgets futuristes, une version spatiale du célèbre bus. Toujours la même énergie patte d'éléphant. David Cassidy a finalement renoncé et a été remplacé par un doubleur. Susan Dey a prêté sa voix à Laurie pendant 2 épisodes avant de quitter la série, remplacée par l'ancienne mousquetaire Sherry Alberon. Shirley Jones n'est pas revenue non plus, son personnage étant doublé par l'actrice Joanne Gerber. Mais Danny Bonaducci, Susan Crowe et Brian Forrester ont rejoint le casting. La série a été diffusée pendant 6 épisodes, ce qui, pour un dessin animé des années 70, représente à peine quelques épisodes, mais elle a parfaitement retranscrit l'esprit de l'époque. Les années 70 adoraient donner une dimension spatiale au sitcom familial. Si vous aviez une cabane, l'étape suivante logique était apparemment une colonie lunaire. Le défilé incessant des enfants Partridge. Soyons honnêtes, avez-vous remarqué que Chris Partridge changeait de visage du jour au lendemain? Dans la saison 1, le plus jeune frère, le batteur, était interprété par Jeremy Gelwix. Ambiance timide, coupe de cheveux classique, très photo de classe des années 70. Puis arrive la 2e saison et soudain, Chris a changé. Pas de départ dramatique, pas de colonie de vacances, juste un nouveau venu.
Brian Forrester débarque et s'installe sur le tabouret de batterie comme si de rien n'était. C'était avant Internet aussi, alors personne n'écrivait de lettres de protestation à la chaîne. On a haussé les épaules et dit « Tiens, Chris a grandi ». En coulisses, des rumeurs circulent selon lesquelles la famille de Galbook aurait déménagé pendant la pause, et d'autres facteurs occultes pourraient avoir joué un rôle. Quoi qu'il en soit, dans les séries télévisées des années 70, la continuité était plus une suggestion qu'une règle. Si le gilet vous allait, vous étiez embauché. Mais le roulement de personnel ne s'arrêtait pas au poste de batteur. À la saison 4, les audiences étaient en baisse. Alors les producteurs ont eu recours à une stratégie classique des sitcoms. Introduire un enfant craquant. C'est ainsi qu'est apparu Ricky Seagull. 4 ans, une tignasse ébouriffée. Et soudain, il était partout. Il incarnait Ricky Stevens, le petit voisin qui débarquait dans l'univers de Partridge comme s'il y avait toujours été. Pas de longue introduction, pas d'évolution émotionnelle, juste un petit prodige qui vole la vedette. Les fans ont remarqué le changement et le ton est devenu plus jeune. L'ensemble donnait moins l'impression d'une narration organique et plus celle d'un cadre de chaîne pointant du doigt les graphiques d'audience et criant « Oh non, vite, trouvez-nous quelqu'un avec des fossettes !» L'émission a été annulée la même saison. Quand un groupe de musique fictif commence à utiliser des bambins, l'harmonie est déjà rompue. L'anomalie des Grammy Awards. Voilà une anecdote qui fait encore grincer des dents les puristes de la musique. En 1971, le groupe Partridge Family, qui n'existait pas, fut nominé aux Grammy Awards. Non pas dans une catégorie fantaisiste, mais dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste ». Ce même prix qui lance de véritables carrières et reconnaît de véritables talents. Et la Recording Academy a examiné une famille de sitcoms fictives, composée en grande partie de musiciens de studio, et a déclaré « Oui, ils sont éligibles ». Ils ont perdu face aux Carpenters, Karen et Richard, qui, eux, savaient vraiment jouer et chanter. Mais le simple fait que la compétition soit allée aussi loin en dit long sur la confusion qui régnait entre la fiction et la musique. Les disques se vendaient comme des petits pains, les singles cartonnaient, et apparemment, à la Recording Academy, il n'existait aucun règlement stipulant que le guitariste soliste devait être une personne réelle. C'est le genre de nomination qui soulève une question à laquelle personne au Grammy ne voulait répondre. Si la musique est authentique, si les ventes sont réelles et si les fans sont réels, est-ce vraiment important que le groupe ne le soit pas? Les Carpenters ont remporté le trophée, mais quelque part dans un univers parallèle, un bus scolaire décoré arbore un Grammy sur son tableau de bord. L'univers secret des sitcoms. La maison des Partridge ressemblait à la banlieue la plus paisible et ensoleillée du monde. Clôture blanche, répétition d'un groupe de musique dans un garage, ce bus arc-en-ciel garé devant. Mais ce n'était pas une vraie maison. C'était une façade du Columbia Ranch à Burbank. Le même terrain vague qui deviendra plus tard le Warner Brothers Ranch, et plus précisément une portion de rue résidentielle souvent surnommée Blondie Street. Ce petit coin de banlieue en contreplaqué a servi de décor à certaines des maisons les plus célèbres de l'histoire des sitcoms. La façade du Milsand 64 Morning Glory Circle, utilisée pour la série Ma sorcière bien-aimée, se trouvait sur cette même rue, tout comme celle de la maison de Ma sorcière bien-aimée. Il ne s'agissait pas de façades permanentes et emblématiques, mais de façades remaniées et réinventées d'une production à l'autre. Elles étaient néanmoins construites sur le même tronçon de terrain. Ainsi, à différentes époques, le même trottoir a accueilli des sorcières, des génies et un groupe familial branché avec un bus décoré. Des spectacles différents, des décennies différentes, mais toujours le même contreplaqué. Le générique qui vous est resté en tête. Cette mélodie est ancrée dans votre esprit depuis l'enfance et elle n'est pas prête de vous quitter. Mais voilà, ce que vous chantiez n'est même pas l'original.
Lors du lancement de la série en septembre 1970, le Partridge Bus ne roulait pas sur Come On, Get Happy, mais sur When We're Singing. Même rythme entraînant, même énergie pop ensoleillée, seules les paroles changeaient. Une chanson plus littérale, qui affirme qui nous sommes, sans la magie des karaokés qu'on chantait à tue-tête devant la télé quand on était petit. À partir de la saison 2, les auteurs-compositeurs de la série, Wes Frell et Danny Jansen, ont retravaillé les paroles et Come On, Get Happy était né. La mélodie est restée, les paroles ont changé, et cette nouvelle version a conquis les enfants et ne les a plus lâchés. Ce sentiment de joie qu'on ressent en chantant. Devenu un thème musical si profondément ancré dans la mémoire collective américaine que même les fans les plus fervents doivent rechercher les épisodes de la première saison pour l'entendre. C'est comme entendre une reprise de son enfance interprétée par des inconnus. La série The Partridge Family n'a pas abandonné son générique. Elle l'a simplement réécrit, donnant naissance à l'un des airs les plus entêtants de l'histoire de la télévision. La liste des invités qui préfiguraient Hollywood. Avant les Oscars, avant les affiches de blockbuster, avant les figurines, certaines des plus grandes stars des années 70 et 80 ont fait leur début en apparaissant maladroitement dans le salon des Partridge, tentant de ne pas se faire voler la vedette par Danny Bonaducci. Mark Hamill a fait une apparition dans un épisode de 1971, environ 6 ans avant Star Wars, dans le rôle d'un lycéen amoureux de Laurie. Cheveux longs et sourire sincère, le charme d'un garçon de la campagne, même si ce n'est pas encore lié à l'espace. Et Jodie Foster? Une dizaine d'années en guest star dans le rôle d'une enfant follement amoureuse de Danny. Évidemment, elle crève déjà l'écran. Elle évolue déjà à un tout autre niveau que tous les autres. Et puis, il y a Richard Pryor, le futur roi du stand-up avant-gardiste, qui apparaît dans le rôle d'un propriétaire de boîte de nuit irréprochable dans une sitcom familiale. Le voir jouer les durs dans une banlieue en prime time, c'est le genre de rencontre de casting dont seules les années 70 pouvaient offrir. Farrah Fawcett y a également fait une apparition 2 ans avant de devenir une star. Jackie Coogan, Cheryl Ladd. La liste des invités ressemble à un bottin mondain des futures stars qui se seraient succédés dans un groupe familial. Revoir ces épisodes aujourd'hui, c'est comme assister au lancement des jeunes talents hollywoodiens. Ce gamin lambda qui vend une guitare à Keith, il y a fort à parier qu'il a fini par avoir son étoile sur le Walk of Fame. Le manager grognon devenu un vrai père. À l'écran, Ruben Kincaid et Danny Partridge se sont livrés à une véritable joute verbale pendant 4 saisons. Sarcasme, soupirs exaspérés, des disputes à faire se demander comment ils pouvaient survivre à un seul voyage en bus. Mais hors caméra, c'était une toute autre histoire. Danny Bonaducci a toujours été ouvert sur son enfance. Dans des interviews et dans ses mémoires, il décrit un foyer tumultueux où la stabilité était un luxe rare. Mais sur le plateau, un événement inattendu s'est produit. L'acteur qui incarnait son ennemi juré est devenu, selon les propres dires de Biucci, la figure paternelle qui s'est le plus rapprochée de lui. D'après Bonaducci, Dave Madden ne se contentait pas d'assister au tournage et de rentrer chez lui. Il veillait sur le jeune homme et le conseillait. Et lors des périodes difficiles de la jeunesse de Bonaducci, Madden l'a accueilli chez lui. Non pas par opportunisme, ni dans le cadre d'un mentorat, mais simplement parce qu'un homme adulte voyait en lui un jeune homme en manque de stabilité et décidait de lui offrir ce soutien. Ce qui rend la chose d'autant plus remarquable, c'est que Madden était réputé pour sa discrétion. Il ne recherchait pas les interviews et n'exploitait pas cette relation pour se faire remarquer. C'était un acteur de second rôle expérimenté qui arrivait sur le plateau, jouait ses scènes à la perfection et veillait discrètement à ce que son jeune partenaire de 10 ans ait un environnement rassurant. Pas de caméra, pas de gros titres, juste une constance qui pour un enfant dans la situation de Bonaducci était peut-être ce qu'il y avait de plus précieux sur le plateau. Leur amitié a duré des décennies.
Bien après la fin de la série et leurs chemins respectifs pris des chemins très différents, Bonaducci a toujours exprimé publiquement sa gratitude et a évoqué avec émotion leur relation après la mort de Madden en 2014, la qualifiant de l'un des liens les plus importants de sa vie. Pour tous ceux qui ont grandi en les regardant s'échanger des insultes chaque semaine, savoir ce qui se cachait derrière les rires enregistrés change complètement la perception du visionnage. Voilà pour la famille Partridge. Si vous avez un souvenir, une chanson ou un épisode préféré de la série, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. On les lit vraiment. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis qui regardaient les rediffusions. Ils ont sans doute autant besoin que vous de ce petit voyage dans les années 70.